osé dire dans cet hémicycle qu'aujourd'hui la France n'est pas multiculturelle. Je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais j'espère que vous avez honte de ce que vous dites. Personnellement, vous me donnez envie de vomir. Disons que c'est sa réaction à elle qui donne envie de vomir, parce que forcément, la situation à laquelle nous arrivons aujourd'hui en France, avec tous ces communautarismes exacerbés, tous ces irrédentismes alter-identitaires qui grignotent chaque jour un peu plus de notre identité nationale, c'est pas tombé du ciel. C'est le résultat de 40 années où la gauche et la droite ont gouverné la France et qui ont laissé fleurir ces particularismes sur le cadavre d'une nation qu'ils ont tout fait pour tuer. Alors sur la question du voile, moi, si vous voulez, la règle doit être très simple. Pas de voile dans les espaces, dans les espaces publics, en tout cas dans les bâtiments publics. Dans l'espace public, on ne peut pas l'interdire parce que là, effectivement, ça serait trop compliqué et ça serait attenter à la liberté de se vêtir. Mais dans les bâtiments publics, quels qu'ils soient, le voile, toute forme d'expression religieuse, d'ailleurs, doit être interdite. Donc les écoles, les jours de vote. Alors, les écoles, c'est déjà le cas avec la loi de 2004. Mais l'université, par exemple, si on vote cette loi-là, ça permettra également de ne plus avoir de voile à l'université. Ça permettra de ne plus avoir ce genre de situation. Dans les hôpitaux publics, même chose. Dans les préfectures, dans les conseils régionaux, conseils départementaux, mairies, partout où flotte le drapeau de la République française, il ne doit pas y avoir de signes ostentatoires de religion, à commencer par le voile. Voilà. Et je crois, si vous voulez, que ce qui se passe avec cette question de l'assesseur voilé, c'est que c'est la face émergée de l'iceberg. C'est que derrière, si vous voulez, il y a un entrisme islamique puissant dont personne ne parle tous les jours. Là, ça fait l'actualité parce que effectivement, il y a eu le représentant d'un parti important qui a pris ce cliché. Mais qui parle des prières en entreprise, des salles de prière en entreprise? Qui parle des horaires pardon? Non, mais il y en a qui en parlent. Non, mais d'accord, mais c'est toujours, il y a énormément. Qui parle de l'entrisme islamique dans le monde syndical, par exemple? Tout ça, il y a effectivement une gangrène, une lèpre, pour reprendre le mot du président de la République, qui n'est pas nationaliste comme il le disait, mais plutôt islamiste, qui défigure chaque jour notre pays et dont on voit la face émerger de temps à autre, comme le burkini, comme le voile. Voilà. Et je terminerai en disant que le voile islamique, il ne faut pas victimiser ou minoriser les femmes qui le portent. Vous voyez, pas dire elles sont contraintes de le faire. C'est pas des mineurs, ces femmes-là. C'est un geste militant. Mais bien sûr, la plupart, l'écrasante majorité des femmes qui portent le voile, elles le font de manière volontaire et elles portent un étendard volontaire de l'islamo-fascisme. Ne pas voir ça, c'est s'aveugler, c'est pratiquer une cécité militante comme le font les gens de LREM. Le fait que quand on est dans un bureau de vote, il faut une neutralité totale. Et que tous les signes religieux, quels qu'ils soient... Vous voyez, ce qui m'embête, c'est que par amalgame, on parle que du voile. C'est non mais tous les signes, moi. Et donc, pour moi, c'est ça. Et le MoDem a défendu cette idée de la République. Oui. Et là où aussi vous avez raison, c'est qu'il ne faut pas faire du clientélisme. Il se trouve que c'est ce qui a posé aujourd'hui, je le dis, il y avait Madame Cher. Le débat, c'est un peu... Ça dérange tellement un petit peu. Il ne faut pas qu'on fasse... On n'est pas à l'Assemblée, malheureusement. Pour vous répondre très rapidement, en une seconde. Très vite, Jean Messia, je connais votre... Non, mais vous avez parfaitement raison de souligner ça. Sauf que les cas que vous soulignez sont des cas théoriques. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas de bonnes sœurs dans les bureaux de vote. Vous n'avez pas de prêtres en soutane dans les bureaux de vote. Vous avez en l'occurrence des femmes voilées. Donc vous pouvez toujours essayer de relativiser dans une espèce de théorie, dans l'absolu, à laquelle je souscris d'ailleurs. Mais sauf qu'à un moment, c'est la réalité qui doit quand même parler. Or, la réalité, c'est quand même la problématique du voile. C'est pas la problématique de la kippa ou la problématique de la soutane. Allez, Jean Messia, pas tous en même temps. Vraiment, là, ça commence à un peu être compliqué. On est aussi face à une menace identitaire. Vous comprenez, quand j'entends M. Piolle nous expliquer que c'est la loi, mais que diable, la loi, elle est là elle est l'émanation d'un pays, elle est l'émanation d'un peuple qu'elle doit protéger. Quand la loi ne protège pas l'identité d'un peuple, c'est pas à l'identité du peuple de changer, c'est à la loi de changer. Donc il faut changer la loi. La loi, c'est la neutralité. Non, c'est pas la neutralité, c'est pas la neutralité. Et j'ajoute que cette menace identitaire, effectivement, issue de l'islamo-fascisme, qui avance ses pions, et à chaque fois c'est un test pour savoir comment on va réagir. Et face à ce test, vous avez des collabos, c'est-à-dire des gens qui disent il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à avancer, vous pouvez continuer à étendre votre influence identitaire, alter-identitaire sur la France, il n'y a pas de souci, ça s'appelle du collaborationnisme. Alors d'abord, je pense que nous avons affaire à un véritable gouvernement de menteurs, passez-moi l'expression.
D'abord sur la question de l'immigration. On nous avait annoncé, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, le 5 novembre 2020, qui procéderait à un contrôle beaucoup plus strict des frontières. Or, on apprend hier que les migrants continuent d'affluer. Ils font voter une loi sur le séparatisme, dont Marlène Schiappa a porté, pour ensuite nous imposer, venir défendre à l'Assemblée nationale une femme voilée dans un bureau de vote. Elle qui, par ailleurs, représente et est ministre de l'égalité homme-femme. Donc quelle est sa vision du féminisme? Quelle est sa vision de la femme moderne dans notre société? Jean Messia, année après année, vous serez prêt à vous faire vacciner, vous? Écoutez, moi je ne suis pas d'abord pour la vaccination obligatoire, parce que c'est un sujet qui prend un peu de l'ampleur ces derniers jours. Oui. Plusieurs médias en parlent. J'ai entendu vos confrères tout à l'heure consacrer presque une émission à ça. Je ne suis pas en faveur de ça parce que c'est vrai que le Covid est une maladie qui peut être particulièrement mortelle, létale pour une certaine catégorie de personnes. Mais enfin, pour l'essentiel de la population, le Covid, c'est ni la peste, ni la variole, ni la rubéole, ni toutes ces maladies pour lesquelles justement les vaccins sont obligatoires parce que ces maladies-là, elles ont un taux de mortalité et de létalité qui est uniformément réparti sur toute la population et très élevé. Là, ce n'est pas le cas. Alors qu'on rende obligatoire le vaccin pour des publics fragiles, à la limite, on peut y réfléchir. Et encore, c'est toujours le débat entre la protection sanitaire et la liberté individuelle. Mais rendre obligatoire le vaccin pour tout le monde, je crois que là, c'est un peu outrancier. Donc on conserve les tests et on ne les fait pas payer ? On conserve les tests, effectivement. On peut soumettre, y compris d'ailleurs le personnel médical, à des tests réguliers, des tests antigéniques tous les 15 jours. Ceux qui vont se faire tester, qui se mettent un bâtonnet dans le nez tous les 3 jours, c'est pas grave ? Oui, c'est jamais totalement gratuit. C'est ça qu'il faut aussi rappeler. 300 €. À un moment, oui, tout à fait. Mais je veux dire, oui, mais enfin, en même temps, lorsque le pays est soumis à une menace sanitaire qui a eu les conséquences que nous avons connues, c'est pas le fait de rembourser les tests antigéniques qui vont accroître une facture qui dépasse déjà plusieurs dizaines de milliards d'euros. Okay, donc on connaît votre position sur la question. Jean Messia, année après année, vous serez prêt à vous faire vacciner, vous ? Écoutez, moi je ne suis pas d'abord pour la vaccination obligatoire, parce que c'est un sujet qui prend un peu de l'ampleur ces derniers jours. Oui. Plusieurs médias en parlent. J'ai entendu vos confrères tout à l'heure consacrer presque une émission à ça. Je ne suis pas en faveur de ça parce que c'est vrai que le Covid est une maladie qui peut être particulièrement mortelle, létale pour une certaine catégorie de personnes. Mais enfin, pour l'essentiel de la population, le Covid, c'est ni la peste, ni la variole, ni la rubéole, ni toutes ces maladies pour lesquelles justement les vaccins sont obligatoires parce que ces maladies-là, elles ont un taux de mortalité et de létalité qui est uniformément réparti sur toute la population et très élevé. Là, ce n'est pas le cas. Alors qu'on rende obligatoire le vaccin pour des publics fragiles, à la limite, on peut y réfléchir. Et encore, c'est toujours le débat entre la protection sanitaire et la liberté individuelle. Mais rendre obligatoire le vaccin pour tout le monde, je crois que là, c'est un peu outrancier. Donc on conserve les tests et on ne les fait pas payer ? On conserve les tests, effectivement. On peut soumettre, y compris d'ailleurs le personnel médical, à des tests réguliers, des tests antigéniques tous les 15 jours. Ceux qui vont se faire tester, qui se mettent un bâtonnet dans le nez tous les 3 jours, c'est pas grave ? Oui, c'est jamais totalement gratuit. C'est ça qu'il faut aussi rappeler. 300 €. À un moment, oui, tout à fait. Mais je veux dire, oui, mais enfin, en même temps, lorsque le pays est soumis à une menace sanitaire qui a eu les conséquences que nous avons connues, c'est pas le fait de rembourser les tests antigéniques qui vont accroître une facture qui dépasse déjà plusieurs dizaines de milliards d'euros. Okay, donc on connaît votre position sur la question. C'est une patate chaude. Personne n'en veut, personne ne veut régler le problème. Jean Messia, septembre, mais c'est le bout du monde. Ils vont craquer, ces riverains. Oui, parce que je pense qu'il faut bien identifier le problème avant de pouvoir le traiter. C'est toujours le diagnostic de départ qui est important. Cette population, notamment de dealers, d'ailleurs il ne s'appelle plus dealer, il y a un mot africain qui le remplace, c'est une population de migrants dont certains sont clandestins, d'autres sont des déboutés du droit d'asile, donc ils sont devenus des clandestins. Ouais. Et donc il faut effectivement renvoyer tout ce petit monde dans son pays d'origine respectif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je m'étonne beaucoup des gens qui, par humanisme, laissent grandes ouvertes les vannes de l'immigration. Et puis, en bout de chaîne, évidemment, comme la capacité d'accueil de la France et l'insécurité qu'il y a en France
notamment dans ce parc, deviennent explosives, ils viennent reprocher à l'État de ne pas pouvoir, en bout de chaîne, traiter le problème. Mais ce n'est pas en bout de chaîne que le problème se traite. On ne maintient pas ouvertes les frontières pour avoir ce genre de problématique. J'entends. Oui, mais le problème, c'est que personne ne parle de ça. Le profil de ces délinquants, il est quand même connu. C'est pas un tabou de le dire. Je sais que vous revenez à vos fondamentaux. C'est pas revenir à mes fondamentaux, c'est revenir à la réalité, Madame Denac. Avec ce problème-là, ils sont quelques centaines. C'est ce que je viens de vous dire. La première chose, on n'en veut pas. Voilà. Et parce que là, on ne fait que déplacer le problème. Vous allez leur interdire le jardin des halls, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va les retrouver dans les rues, dans les halls d'immeubles, c'est encore pire. Au moins là, dans le jardin, ils sont isolés. Il faut le filtrer. Et là où les gens ne sont pas en régularité, quand ils ne sont pas en régularité, il n'y a pas de déjà, si vous voulez, le problème, c'est que cette dame qui dit il ne faut pas que Paris 18e devienne une poubelle, il ne faut pas de manière générale que Paris devienne une poubelle, mais dans ce cas-là, il ne faut pas voter pour les créateurs de poubelles si on ne veut pas vivre dans une poubelle. Donc c'est le vote, par le vote aussi, on change les choses. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas éternellement nationaliser des problèmes internationaux. Quand on dit qu'il faut préserver la tranquillité des Français de manière générale et des Français qui habitent dans ce quartier de manière particulière, ça n'est pas faire offense à la compassion que nous devons à l'être humain de manière générale. Mais nous devons d'abord une compassion pour nos concitoyens, pour les gens qui vivent ces réalités, qui ont sacrifié, comme vous le dites, des sommes considérables pour pouvoir habiter avec leurs enfants dans des quartiers tranquilles. C'est à eux que nous devons d'abord la compassion. Ça ne veut pas dire que nous refusons la compassion pour les autres, mais il y a une priorité dans la compassion. Voilà.